Salut à tous, c'est Thaïs. Alors aujourd'hui, la vidéo est un peu différente de ce que je fais d'habitude puisque je vais répondre à des commentaires sur une précédente vidéo. Je vous avoue que quand j'ai posté ma vidéo sur les antifas, je m'attendais pas à avoir autant de réactions, autant de commentaires, de critiques positives ou négatives. Du coup, si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la visionner pour vous faire un avis avant de regarder celle-ci. Avant toute chose, je suis vraiment contente que ça ait suscité autant de commentaires, ça prouve que le sujet a de l'intérêt. Par contre, j'ai été un peu surprise par le niveau d'agressivité de certains. Ma chaîne, c'est un espace de discussion entre nous, vous pouvez ne pas être d'accord, et c'est très bien, mais il faut quand même faire preuve de courtoisie pour faire passer votre message. Au vu donc du nombre de commentaires, j'ai décidé de vous faire une réponse. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, je lis quasiment tous les commentaires, ça me prend parfois beaucoup de temps, et comme vous faites l'effort de commenter, eh bien c'est assez normal que je réponde de temps en temps. Là aussi, je suis curieuse de voir vos réponses, alors n'hésitez pas. Comme il s'agit d'un sujet historique, je me suis appuyée sur différents livres pour traiter ce sujet. Je vous mets donc la liste des livres que j'ai utilisés pour faire cette vidéo en description. Le premier livre, c'est Qu'est-ce que le fascisme de Emilio Gentile. Le deuxième, c'est Les mouvements fascistes en Europe de Ernst Nolte. Le troisième, c'est Une brève histoire du fascisme de Renzo De Felice. Et le quatrième, c'est La droite révolutionnaire de Z.F. Sternel. Malheureusement, j'ai pas réussi à remettre la main sur le livre, donc je vous mets l'image à l'écran et de toute façon, il est dans la bibliographie en description. Donc je vous ai sélectionné plusieurs commentaires que je trouvais représentatifs, puisqu'on y retrouve certains arguments du discours de droite que je décrivais dans ma vidéo. Alors ce premier commentaire il est un peu long, du coup je vais répondre uniquement à certains points. Le fascisme, c'est interdire les pensées divergentes à celles du parti. Selon ce commentaire donc, l'essence même du fascisme, c'est l'interdiction de la pensée contraire. Et donc, s'il n'y a pas d'interdiction de la pensée adverse, ce n'est pas du fascisme. Pourquoi c'est faux? Eh bien je l'avais justement évoqué dans la vidéo, puisque beaucoup d'éléments qui définissent le fascisme définissent également d'autres mouvements. Pourquoi ne pas dire que la censure est aussi une méthode de bolchevique, par exemple? Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviques, ici. C'est tout aussi juste. Alors, pourquoi utiliser cette étiquette-là du fascisme plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que c'est ce que la gauche martèle depuis des décennies. C'est devenu un réflexe pavlovien qui malheureusement confirme le cadre mental et moral que nous impose la gauche. D'autres arguments sont exactement du même type. Le fascisme mobilise les classes moyennes. Le fascisme, c'est le mépris des droits individuels pour garantir sa sécurité. Le fascisme, c'est le contrôle des médias. Le fascisme, c'est la désignation des boucs émissaires, etc. etc. Alors entendons-nous bien, sur le fond, ces énumérations, elles ne sont pas fausses en soi. Le problème est ailleurs. Le point commun avec l'argument d'avant, c'est qu'il désigne des éléments qui s'appliqueraient uniquement au fascisme et pas à d'autres familles politiques. À force de faire ça, on vide le mot de son sens et on finit par faire comme la gauche qui traite de fasciste tout ce qu'elle n'aime pas, même quand ça ne s'applique pas et que ça n'a absolument aucun sens. En général, ça se résume à fascisme égale liberticide, alors que tout un tas d'idéologies sont liberticides, avant comme après le fascisme. Utiliser cette étiquette de cette façon n'explique rien et nous empêche de véritablement comprendre nos ennemis. Si vous voulez, c'est comme quand BHL parle d'islamo-fascisme, ça ne veut rien dire, mais ça permet de faire vibrer la fibre antifasciste dans son discours. Il y a des tas de raisons de critiquer l'islam ou l'islamisme, mais ces raisons n'ont rien à voir avec le fascisme. Et bien avec les antifas, c'est pareil. Pour finir avec ce commentaire, un dernier détail, le fascisme, c'est la novlangue d'Orwell. Pourquoi c'est faux? Parce que la novlangue a justement été décrite par George Orwell pour dénoncer les méthodes du communisme. Sa construction est d'ailleurs basée sur les expressions en usage sous l'URSS. Par exemple, le mot Komintern est une contraction de Komunisticzewski International, tout comme le mot Ingsoc, directement issu du roman de George Orwell, qui est la contraction de English Socialism. Cette fois-ci, 3 commentaires qui se recoupent plus ou moins. C'est globalement la même chose que le commentaire précédent. Dire que les antifas sont fascistes car violents et intolérants reste vrai. Et justement non, dire que les antifas sont violents et intolérants est juste. Par contre, dire que ce comportement spécifique les rend fascistes ne l'est pas. Un autre commentateur a d'ailleurs très bien résumé en quoi cet argument manque de solidité logique. Pour désigner la spécificité d'une idéologie, il faut identifier ce qui n'est pas présent chez les autres ou une combinaison de caractéristiques qui la distinguent des autres. La violence est par exemple un trait largement partagé par de nombreuses familles politiques. L'intolérance aussi. D'ailleurs entre nous, l'intolérance ce n'est rien d'autre que notre façon d'imposer les limites de ce qui est acceptable, ce qu'on fait globalement chaque jour dans nos relations humaines. D'une certaine façon, la politique c'est faire des choix et c'est donc être intolérant.
Par exemple, je ne tolère pas franchement qu'il y ait des criminels binationaux sur notre territoire, et je suis tout à fait fière de cette intolérance. Donc encore une fois, avec ces éléments de définition, on ne désigne pas spécifiquement le fascisme, mais aussi tout un tas d'autres choses. Commentaire suivant. Ce commentaire fait en l'occurrence référence à ce moment précis de ma vidéo. Et moi, on s'intéresse à la politique ou on en fait. Et l'objectif de la politique, c'est de gagner. Et c'est ce que nous voulons, pas vrai? Attends, notre objectif quand on fait de la politique, c'est de gagner. Mais gagner quoi? Comment? Faut gagner au jeu du « c'est moi qui a raison ». Quand je parle de gagner, je parle d'arriver au pouvoir pour faire avancer la société dans la bonne direction. Si on pense que sa vision du monde est portée vers la vérité, le bien et la justice, alors on a la responsabilité de la faire advenir dans le monde réel. Et pour ça, il faut prendre le pouvoir. En tout cas, c'est ma vision des choses. Le but, c'est de convaincre et donc d'être convaincant. Et pour ça, il faut être convaincant, faire preuve du maximum de rigueur et de précision pour justement sortir des carcans partisans. Commentaire suivant. Les gauchistes sont devenus ceux-là même qu'ils critiquaient chez leur adversaire, à savoir l'intolérance, le dogmatisme, l'irrationalité, et ça, ironie de l'histoire, on pourra pas leur enlever. 2 points très rapidement. Il est vrai que les gens de gauche sont dogmatiques, intolérants et irrationnels, et en cela tu as tout à fait raison, en revanche, ils ne le sont pas devenus, ils l'ont toujours été. À quel moment la gauche a-t-elle incarné la tolérance qu'elle prônait? Jamais. Donc ce n'est pas un retournement de situation, c'est une continuité. Et deuxième point, effectivement, il y a contradiction entre parole et action chez eux, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, et on peut le pointer. Mais ce n'est pas pour autant une raison de les traiter de fascistes, qui est une technique de gauche et qui tord le sens historique de ce mot. Autre commentaire, quand je traite un gauchiste de facho, c'est pas une insulte, c'est littéral. Le problème c'est que si tu le penses effectivement au sens littéral, c'est encore plus dommageable parce que ça témoigne d'une erreur historique. Parce que si pour toi le gauchisme et le fascisme sont de la même famille politique, c'est que ces mots ont totalement été vidés de leur sens. Si c'était vraiment le cas, pourquoi ces deux camps se seraient-ils voués une lutte à mort? Oui, alors il y a effectivement eu une entente du pacte germano-soviétique au début de la Seconde Guerre mondiale, mais c'était purement du calcul politique opportuniste. Chacun voulait en gros gagner du temps pour mettre à mort l'adversaire. Une fois que cette parenthèse était terminée, ils ont repris leur lutte acharnée de plus belle. Avant le dernier commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous intéresse, vous savez que c'est important pour la visibilité de la chaîne et m'apporter ainsi votre soutien, je compte sur vous. A savoir qu'à la base, le fascisme est une idéologie de gauche et non de droite, je trouve ça assez drôle d'ailleurs. L'idée ce serait que le fascisme est de gauche, il serait né à gauche et viendrait de la gauche. Cet argument, il est très répandu à droite, mais à mon sens, il est inexact. Mussolini vient de la gauche, c'est vrai. C'était d'ailleurs une grande figure du Parti socialiste italien dont une scission a donné le Parti communiste italien en 1921. Puis il en a été exclu en 1914 car partisan de la guerre. Suite à cela, il change progressivement d'orientation politique. Il abandonne le pacifisme, l'humanisme, la lutte des classes et la démocratie lorsqu'il donne naissance au fascisme. Le fascisme emprunte à la gauche son caractère révolutionnaire et social mais rejette tout le reste. Et en réalité, ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisque la droite du 19e siècle, et notamment en France, partage ce genre d'idées. Des anciens gauchistes rejoignent même au départ le mouvement de Mussolini pour devenir minoritaires, ou bien ils ont changé leurs convictions en cours de route. Cette vision, selon laquelle le fascisme serait de gauche, reste très minoritaire parmi les historiens. Il relève toutefois des parallèles intéressants entre le fascisme et la Révolution française, notamment dans le livre de Frédéric Lemoal, Histoire du fascisme. Cette vision, elle a une faiblesse puisque pour elle, la droite c'est le conservatisme et le libéralisme, et donc si vous êtes ni conservateur ni libéral, vous êtes de gauche. Ce qui est très insuffisant d'un point de vue philosophique puisque la droite ne se limite pas au conservatisme et au libéralisme. Cet argument revient souvent parce que la droite a peur du spectre du fascisme. Ou plutôt, elle a peur des accusations de la gauche. Ce faisant, elle recherche donc un alibi pour prouver qu'elle n'a rien à voir avec le fascisme. Mais le fascisme, il appartient bien à la droite et constitue surtout une sous-division de l'extrême droite. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le fascisme appartient en effet à la très grande famille de la droite, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de gauche, ce qui ne veut pas dire évidemment que la droite serait par essence fasciste. Personnellement, je ne suis pas fasciste, ce n'est pas ma référence, je sais en quoi je crois et je n'ai pas peur des accusations des autres. Ok, quand on va tout à droite de l'échiquier politique, on trouve le fascisme. Et alors, soit vous l'êtes et l'accusation n'en est pas une, soit vous ne l'êtes pas et vous n'avez rien à vous reprocher et certainement pas de compte à rendre aux gauchistes. L'accusation de fascisme, elle ne fonctionne que parce que les accusés acceptent d'être accusés. Donc la question, elle est simple. En quoi croyez-vous? Et selon votre réponse, assumez vos convictions et faites sauter votre barrière mentale. Et voilà, rien de plus simple. Vous êtes désormais un homme libre. Mais alors, comme beaucoup ont pu me le demander, le fascisme, c'est quoi exactement? La réponse, elle est assez complexe, les historiens se chamaillent et moi je vais vous donner mon explication. On peut tout de même dégager quelques grandes lignes, évidemment la liste est non exhaustive. Si je ne devais vous conseiller qu'un seul livre, ce serait celui-ci, Qu'est-ce que le fascisme d'Emilio Gentile, un spécialiste italien reconnu. Si je devais vous donner une définition,
elle contiendrait les éléments que je vais vous lister. Je ne prétends pas avoir la science infuse et la réponse finale et absolue, mais je pense que cette définition peut vous aider à identifier globalement ce qu'est le fascisme et ce qui ne l'est pas. 1. Religion politique. 2. Parti-État. 3. Milice politique et militarisation de la société. 4. Stratégie révolutionnaire et idéal réactionnaire. 5. Radicalement anti-égalitaire. 6. Antilibéral et anti-marxiste. Et 7. Croyance dans le progrès technique, mais pas dans le progrès moral. Maintenant qu'on a une liste plus claire, vous pouvez vous amuser chez vous à comparer avec vos convictions personnelles. Quand je compare avec les miennes, ça donne ça. Premièrement, la religion politique, moi je n'y crois pas. Je suis catholique parce qu'identitaire et identitaire parce que catholique. Je pense que les deux se marient, mais je ne crois pas à l'élaboration d'une nouvelle religion civile, politique et idéologique. 2. Le parti-État, et ici dans le fascisme, c'est un parti unique qui se confond entièrement avec l'État. Pour moi, raisonner en termes de partis, c'est déjà dépassé. On ne fait plus de la politique comme avant avec des partis de masse, même si on utilise toujours les partis, notamment dans le cadre électoral. Et donc je ne crois pas au règne des partis. Je crois en la rencontre entre un peuple et un groupe d'hommes prêts à le servir. Pour moi, il n'y a pas de culte du parti où il faudrait absolument être membre pour trouver du travail. Je ne crois ni au culte du parti, ni au culte de l'État tout-puissant. Pour moi, l'Europe, c'est l'alliage parfait entre l'ordre et la liberté. Les Européens, ils n'ont ni besoin de flicage, ni de tyrannie de bas étage. Troisième point, milice politique et militarisation de la société. Alors j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui s'engagent sous le drapeau, pour autant je ne crois pas et n'espère pas à une solution militaire pour une sortie de crise. C'est-à-dire que je ne crois pas au putsch, pour moi ce n'est pas possible et je ne table pas du tout là-dessus comme solution. Et dans un pays civilisé, on n'a pas besoin de milices pour faire régner l'ordre et les gens savent se gérer tout seuls. Quatrième point, stratégie révolutionnaire et idéal réactionnaire. Alors peut-être pas réactionnaire du coup, mais je pense que notre civilisation vit une crise profonde et donc qu'on a besoin d'un changement radical pour sauver ce qui nous est éternel et pas de petits ajustements. Pas de mesurettes. 5. Radicalement anti-égalitaire. Alors je ne me retrouve pas du tout dans l'idéologie égalitaire ambiante, qui est l'apanage de la gauche. Par contre, je crois, comme chez les Grecs, le gouvernement par les meilleurs qui se définissent par leur capacité à défendre le bien commun. 6. Antilibéral et anti-marxiste. Bon, anti-marxiste évidemment que oui, antilibéral c'est plus compliqué. J'aime la liberté, mais je n'aime pas trop la liberté pensée et conçue par les libéraux. Et d'ailleurs, ça mériterait une vidéo sur ce sujet, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et enfin 7. Croyance dans le progrès technique et non pas dans le progrès moral. Personnellement, je crois au progrès technique. Je pense que quand on est européen, on est instinctivement poussé vers ça, et c'est ce qui fait notre grandeur. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le côté prométhéen de l'Europe. En ce qui concerne le progrès moral, je pense qu'il y a des constantes anthropologiques et qu'il est important, voire vital de les respecter. Notre avenir, c'est ce que Fay décrivait dans l'archéofuturisme, la conjugaison entre le progrès technique et nos valeurs ancestrales et éternelles. Bon, mon score de facho s'élève à 3 sur 7, dites-moi le vôtre en commentaire. Écoutez, j'espère avoir répondu à vos interrogations, nourri votre réflexion. Si jamais ce format réponse à des commentaires vous intéresse, vous a plu, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire encore une fois. Mais en tout cas, s'il vous plaît, quand vous insultez des gauchistes, faites preuve de créativité. Bolchevique par exemple, c'est sympa. Ma chaîne n'est pas une chaîne historique, donc je ne prévois pas de faire d'autres vidéos sur ce sujet. À la limite, il faudrait demander à Christopher Land, donc Christopher, si tu passes par là que tu nous entends. Et puis j'ai quand même beaucoup d'autres sujets dont j'aimerais vous parler, et encore une fois, si vous en avez en suggestion, c'est par là que ça se passe. Sur ce, si tout se passe bien, je vais vous proposer du contenu un peu plus estival pendant les vacances qui change de d'habitude. On se quitte sur cette citation de Guillaume Fay qui définit ce qu'est l'archéofuturisme, qui est l'idéologie politique à laquelle je m'identifie. Pensez ensemble. Pour les sociétés du futur, les avancées de la technoscience et le retour aux solutions traditionnelles de la nuit des temps. Tel est peut-être le vrai nom de la post-modernité, aussi éloignée du passéisme que du culte idiot de l'actuel. Rassemblée selon la logique du « et » non point du « ou », la plus ancienne mémoire est l'âme faustienne car elle s'accorde. Le traditionnalisme intelligent est le plus puissant des futurismes et inversement. Réconcilier Evola et Marinetti. C'est le concept de modernité né de l'idéologie des Lumières qu'il faut assécher. Il ne faut pas associer les anciens aux modernes, mais les anciens aux futuristes. D'ailleurs, aujourd'hui, comme l'a remarqué la nouvelle droite, les formes politiques et sociétales de la modernité se fissurent. Les formes archaïques ressurgissent dans tous les domaines, dont la moindre n'est pas la reprise de la poussée de l'islam. Enfin, les bouleversements à venir de la technoscience, notamment en génétique, comme le tragique retour au réel qui se prépare pour le XXIe siècle, requerront le retour à une mentalité archaïque. C'est le modernisme qui est déjà un passéisme. Mais attention, il ne s'agit pas de succomber au traditionnalisme classique, entaché de folklore et rêvant en arrière-toute d'un retour au passé. La modernité est devenue obsolète. Le futur doit être archaïque, c'est-à-dire ni moderne, ni passéiste.